La fin de l'été dans la vallée était si sèche que l'herbe sous les pieds cassait comme de vieux fils de lin. La vallée n'était pas au bord de la mer. Elle se trouvait un peu plus haut. Mais, à présent, une autre chose comptait pour tous, rentrer le foin à temps, pour que l'hiver n'entre pas dans les longues maisons le ventre vide. Ranfridr, que l'on surnommait Herbe Séchée, allait dans la cour comme si elle faisait elle-même partie de cet ordre presse. Sa tresse était cachée sous un foulard. À son cou pendait un simple pendentif de bronze use par les doigts, et ses mains étaient dans des moufles de laine, reprises solidement, pas pour la botte. Elle avait 23 ans, et en elle il n'y avait. Il n'y avait ni la légerette d'une jeune fille, ni la lourdeur d'une vieille femme. Seulement une force claire, ramassée, celle d'une maîtresse de maison. Elle vérifiait les réserves comme d'autres vérifiaient leurs armes avant la route. Elle soulevait les couvercles des tonneaux, sentait le beurre, regardait si la moisissure n'avait pas pris au bord. Elle déplaçait les sacs de lin remplis de grains de facon, que les souris n'y fassent pas festin. À midi, elle sortit vers la grange. Là, contre le haut mur, l'air sentait les herbes sèches et le bois tiède. À l'intérieur, les meules s'assombrissaient, entassées si soigneusement qu'on aurait dit qu'on ne les avait pas posées à la fourche, mais aux paumes. Et, au milieu de cette odeur d'été sec, on en entendait une autre, celle des copeaux frais, vive et tranchante, comme un jus verdâtre sous l'écorce. Ormstein, main droite, travaillait au nouveau montant. Il souleva une lourde poutre, l'ajusta dans la rainure, vérifiqua d'un coup d'œil comme s'il mesurait non pas le bois, mais la terre elle-même, et seulement ensuite enfonça le coin. Il avait des épaules larges et un visage calme, où il apparaissait rarement quelque chose de superflu. Au village, on disait que si Ormstein se met à réparer un toit, il tient jusqu'à la vieillesse. S'il pose une roue de charrette, elle ne tire pas de côte. S'il redresse un chambranle, la porte cesse de grincer, comme si elle respectait le maître. Il ne remarqua pas Ranfrid tout de suite, mais au moment où elle se tenait déjà dans l'embrasure et regardait le travail sans jeûner. Elle lui avait apporté à manger dans un bol de bois, couvert d'un tissu pour que cela ne refroidisse pas, une soupe épaisse et du pain qui sentait encore le four. Elle posa le bol sur la poutre, là où il n'y avait pas de copeaux, et parla bas, mais de facons qui l'entendent malgré les coups et le grincement du bois. Il essuya sa paume sur son pantalon, s'accroupit et prit le bol. Leurs regards se rencontrèrent, et dans ce regard il y avait ce qui arrive à ceux qui se cherchent depuis longtemps, l'habitude et la prudence, la chaleur et le non-dit. Il dit que la soupe était bonne, et cela sonna comme un éloge non pas pour le repas, mais pour tout ce qu'elle apporte avec elle quand elle vient. Reinfridr le regardait manger, et pensait qu'à côte de lui, il était plus facile de respirer. Il n'était pas bavard, n'aimait pas les promesses inutiles, ne savait pas faire semblant. Cette droiture lui plaisait, comme plaît une planche solide sous le pied. Et pourtant, en lui, il y avait quelque chose contre quoi elle se heurtait parfois, comme contre un clou légèrement saillant, qui ne fait pas encore mal, mais se rappelle à vous dès que l'on passe pieds nus. Quand il se releva et reprit son ouvrage, Ranfrid remarqua sur l'ancien poteau qu'Ormstein comptait remplacer une entaille en biais. Elle était presque effacée, mais encore visible un signe laissé autrefois, quand on construisait la grange, pour que le bâtiment tienne ferme et que le malheur passe au large. On en laissait souvent pour la chance. Dans la vallée, on en parlait différemment. Certains n'y voyaient que des griffures vaines, d'autres la mémoire de ceux qui sont déjà partis. Ranfridr était habituée à ces marques, et elle-même y croyait, simplement et sincèrement. Elle parla comme par hasard, mais, dans sa voix, il y eut cette obstination tranquille que seuls les proches connaissent. Elle demanda de ne pas raser l'entaille jusqu'au bois nu, s'il y avait moyen de laisser un morceau de l'ancien bois dans le nouveau montant, ou au moins de transférer la marque. Les mots étaient simples, sans ordre, sans supplication à genoux. Juste une demande, comme on demande qu'on garde dans la maison l'ancienne coupe de la mère. Mais si
une nouvelle existe déjà. Ormstein s'arrêta. Il regarda l'entaille jaillir, puis Renfried, puis la lumière qui tombait de la porte de la grange, illuminant la poussière comme une neige fine. Il ne ricana pas, ne fit pas de grimace. Mais son regard devint autre, plus froid, comme l'eau à l'ombre. Il dit d'une voix égale que ce n'est pas une entaille qui tient un toit, c'est le tenon, la mesure et la main juste. Il ajouta encore que Renfried était intelligente, et, à ces mots, quelque chose se resserra en elle, désagréable, comme si cet éloge l'avait blessée. Puis il ajouta qu'il ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de pierres et de chuchotements. Et cela sonna non comme une dispute, mais comme la condamnation d'une chose qui ne devrait pas être dans une maison. Renfried sentit que ses doigts serraient d'eux-mêmes plus fort le tissu sur le bol, alors que le bol était déjà vide. Son visage ne changea pas. Elle ne se permit pas de s'enflammer. Pour elle, la foi n'était ni un motif de querelle, ni un ornement de fête, mais une part de la façon dont elle se tient quand personne ne la voit. Et c'est pourquoi elle ne se défendit pas à grand bruit. Elle dit doucement qu'elle ne lui demande pas de comprendre. Elle lui demande de ne pas se moquer. Les mots sortirent simples, mais ils contenaient tout. Sa dignité et sa peur de perdre cette chaleur qui grandit entre eux, comme un feu dans l'âtre, si on le nourrit à temps. Ormstein se tut. On voyait qu'il avait envie de répondre plus durement, mais il se retint. Il hocha la tête. En cela, lui et elle différaient, même s'ils se plaisaient tant. Il retourna au montant, au bois, à ce qu'il sait tenir de ses mains. Et Renfried resta près de la porte de la grange et comprit que, pour la première fois, entre eux, il n'était pas une querelle, mais une fissure fine, qu'on ne peut pas combler, ni avec du miel, ni avec du lait. Elle repartit par la cour, occupée par les tâches, et pourtant ses pensées revenaient à ses paroles. Elle voulait qu'il voie. Sa foi ne lui enlève pas son labeur et ne rend pas son métier plus petit. Elle complète seulement. Pourquoi ne peut-il pas l'accepter? Pas la foi, mais Renfried elle-même, avec sa foi. Et tout irait bien entre eux s'il l'acceptait jusqu'au bout. Voilà tout. Vers le soir, Renfried alla au petit orgue de pierre qui se tenait près d'un bloc au bord de la cour, là où commence le sentier vers la forêt. Le orgue était bas. Monte de pierres grossières, sans grandeur, mais avec l'habitude. On y apportait des miettes de pain, des éclats de bois, une goutte de miel, pour demander protection à la maison, au bétail, aux enfants, pour que le chemin dans la forêt soit léger et le chemin du retour possible. Renfried posa sur la pierre la miette qui lui restait dans la paume, et une petite échève, fine comme un ongle. Elle prononça des mots presque sans voix. Elle ne demandait ni richesse ni le malheur d'autrui. Elle demandait seulement que tout tienne, stablement. Quand elle se redressa, le soleil s'accrochait déjà aux cimes des arbres. Dans l'air flottait l'odeur de la résine gardée dans les réserves. Et cette odeur, soudain, lui parut trop aiguë. Elle rentra à la maison et s'occupa de la dernière chose avant le sommeil. Elle ferma les volets, réajusta la peau près du seuil, vérifiqua si les enfants n'avaient pas laissé une lécharde enflammée trop près du tissu. Dans la longue maison, cela sentait la fumée, l'herbe séchée et la laine. Le feu dans l'âtre était petit, juste pour que cela ne refroidisse pas trop. Avant de se coucher, Renfried entendit encore la forge. Les coups étaient rares, comme si Jalti achevait de comprimer le dernier morceau de fer, sans vouloir remettre le travail à demain. Renfried était allongé, regardant l'obscurité, et pensait à Ormstein, à la façon dont il avait dit « aujourd'hui mes côtes uti », et à la façon dont ce mot peut blesser plus qu'un sot direct, parce qu'il contient une pitié qu'elle n'avait pas demandée. Elle se souvint de ses mains, sûres et calmes, et sentit une tendresse chaude et entêtée, dont on ne se défait pas, comme on ne se défait pas de l'odeur de fumée dans les cheveux. Dehors, le vent repassa dans la cour et apporta une odeur fine de suie, si légère qu'on aurait pu la prendre pour la forge de la nuit, ordinaire. Renfried retint son souffle, écouta.
mais le village était silencieux. Seulement, quelque part au loin, un oiseau cria, et ce cri sonna trop tard pour le jour et trop tôt pour le malheur. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas tout de suite. À l'intérieur tenait une pensée, sèche et piquante comme l'herbe d'une tourbière. Une étincelle, une nuit pareille, peut coûter tout un hiver. La nuit dans la vallée n'était pas noire. Elle était bleu fonce, avec de rares étoiles, comme si elles étaient ingénieuses de briller trop fort au-dessus de la terre desséchée. Les coups de marteau de Jalti semblaient en faire partie de la vallée elle-même, comme si la pierre sous terre cognait contre la pierre. Jalti n'aimait pas laisser l'ouvrage inachève. C'était un homme qui sait parler doucement, mais avec entêtement, et, dans l'artisanat, l'entêtement devenait presque une piète. Sa forge était étroite et brûlante, les murs noircis de suie, et, au-dessus du foyer, pendaient des outils luisant dans la lumière rouge comme un poisson au soleil. Près de la porte étaient des éclats pour l'allumage, sec et léger, ramasse au bord du ruisseau dès le printemps. À côte, sous l'auvent, se tenaient des tonneaux de résine et une réserve de beurre, nécessaires pour les roues et les courroies, pour tout ce qui doit traverser l'hiver sans grincement ni fissure. Il chauffait le fer jusqu'à ce qu'il commence à luire. Et alors l'air autour devenait vivant, tremblant de chaleur. Jalti prit des tenailles, sortit une barre, la posa sur l'enclume et frappa. Les étincelles jaillirent en éventail, comme de minuscules étoiles qui ne savent pas choisir où tomber. Il n'y voyait pas une menace, seulement un signe. Le feu est docile. Le fer cède. La nuit ne vaincra pas son travail. Dehors, tout paraissait ordinaire. Et pourtant, cette nuit-là, la sécheresse était autre. Elle semblait tenir dans l'air une couche invisible, prête à s'enflammer au toucher. Une étincelle, une seule parmi des centaines, vola plus loin que d'habitude, emportée par un léger courant d'air près de la porte. Elle tomba dans un copeau contre le mur, et, d'abord, il ne se passa rien. Seulement une odeur mince de bois qui couve, si faible qu'on aurait pu la prendre pour la forge, ordinaire. Le copeau resta là, comme reste sous la neige l'herbe de l'année passée. Et, en silence, il recevait la chaleur. Jalti continua de frapper sans lever la tête. Il pensait aux commandes du matin, à ce qu'il faudrait aller chez les voisins, et regarder l'essieu d'une charrette. Il pensait que cet automne, il serait bon d'échanger encore un peu d'acier avec le marchand de la vallée. S'il vient vraiment. Il se permit m'aimer une pensée courte, presque chaude. Quand tout serait prêt, il irait voir sa vieille mère et lui apporterait un couteau à lame neuve. Ces pensées tiennent l'homme droit, et c'est pour cela qu'elles peuvent être dangereuses, si tout près, le malheur est déjà en train de naître. La braise devint flamme soudainement, comme un chuchotement devient cri quand la peur s'accumule dans la gorge. Le copeau s'embrassa, le feu monta le long du mur. Le chat la planche sèche, trouva la résine sous l'auvent et sembla s'en réjouir. Il n'était pas beau, il était avide. Il se jeta sur tout d'un coup comme un loup qui ne choisit pas, mais saisit. L'odeur changea la première. Elle devint épaisse, un peu sucrée et terrible, odeur de résine et de bois brûle. Jalti s'arrêta non parce qu'il vit la flamme, mais parce qu'il sentit, dans la forge, on respirait autrement. Il se retourna et vit une lumière là où elle ne devait pas être. Une seconde, il resta immobile, comme s'il ne pouvait pas croire que cela lui arrivait, à lui, à ses mains, à son atelier qui nourrissait le village. Il se précipite vers l'osseau, vers le tonneau près de la porte, mais le tonneau était presque vide. Quelqu'un, la veille, en avait pris, sans le remplir, et ce n'était pas un crime, mais la vie ordinaire, qui maintenant devenait soudain une sentence. Jalti jeta le reste sur le feu, et l'eau siffla comme une chose vivante. La flamme recula un instant, puis revint, plus large, plus haute. Elle sortit dehors, sous l'auvent, et là, elle se déploya pour de bon. Le cri ne monta pas de la forge, mais de la cour. Quelqu'un vit le feu jaillir sous le toit et cria comme on crie quand on n'appelle pas de l'aide.
mais tout le village. Les portes s'ouvraient l'une après l'autre. Les gens sortaient en chemise, en manteau de laine, les cheveux défaits. Chez l'un, une torque d'argent ballottait au cou. Chez l'autre, un couteau pendait à la ceinture. Chez un troisième, il n'y avait que la paume vide. L'un traînait un seau, l'autre un chaudron, un autre une peau mouillée, trempée dans l'auge. Et tous avaient la même détresse. Parce que le feu ne respecte ni la force ni le rang, ni les anciens mérites des expéditions. Ranfrider jaillit de la maison vite, comme si elle n'avait pas dormi. Son cœur battait d'une facon égale, mais tout en elle était tendu comme une corde sur un séchoir. Elle vit le feu près de la forge et comprit aussitôt où il irait ensuite. Pas là où cela lui est plus commode, mais là où cela lui est possible, par les planches sèches, par les auvents, par les palissades, par la paille et des toits. Elle cria pour qu'on emmène les enfants vers la tourbière, plus loin de la cour, pour qu'on assoie les vieillards à terre et qu'on ne les laisse pas courir dans la fumée. Sa voix n'était pas plus forte que les autres, mais il y avait en elle une clarté qui oblige à obéir. Ormstein apparut près de la grange presque aussitôt. Il ne portait pas de seau. Dans ses mains, il y avait une hache, et c'était plus effrayant et plus juste que l'eau. Il évalua d'un seul regard la distance entre la forge et la grange, vit la clôture, l'auvent, le tas sec de planches, et, dans ce regard, il y avait ce métier qui sauve. Il ne dit rien de trop. Il dit aux gens de ne pas essayer de vaincre le feu, mais de lui couper la route, et lui-même frappa le premier dans les planches, brisant ce qu'on avait construit pendant des années. Parce qu'il comprit, mieux vaut briser de ses mains que regarder les flammes brisées. Le village, un instant, sembla ne pas y croire. Reinfried courut à la grange, à la porte, où deux hommes qui se tenaient déjà, essayant de comprendre quoi sortir en premier. Elle ne discuta pas. Elle entra dans la demi-obscurité enfumée, trouva les sacs de grains, tâtonna pour sentir les fagots de nourriture sèche et préparée pour l'hiver, et commença à les pousser dehors. Elle travaillait vite, mais sans folie. À chaque sac transporte, elle reprenait son souffle et comptait en elle-même, comme si le compte pouvait garder le monde en ordre. Les enfants s'étiraient tantôt vers la porte. Quelqu'un pleurait, quelqu'un se taisait, et Ranfried leur disait brièvement où aller, sans promettre que tout ira bien, en donnant seulement le pas qu'on peut faire maintenant. Dans la fumée, Ormstein apparut. Il s'arrêta une seconde, vit Ranfried près de la grange, et leurs regards se rencontrèrent. Il ne dit pas « pars ». Il dit qu'elle ne devait pas laisser les gens revenir quand il serait trop tard. Elle hocha la tête, et cela ressemblait à un serment sans parole. Entre eux, il n'y avait pas le temps de chercher qui avait raison, ni le temps de se vexer. Il n'y avait qu'une compréhension courte. Lui coupe la route au feu. Elle coupe la route à la panique. Le feu rugissait près de la forge, et la résine crépitait, comme si quelqu'un brisait des os à une forêt sèche. Le vent, fin et mauvais, tirait la fumée vers la grange, et les gens toussaient, se couvrant le visage de leurs manches. Il y avait peu d'eau. Les tonneaux qui auraient dû être pleins se révélèrent à moitié vides. Et ce n'était pas la faute d'un seul, mais une négligence humaine partagée, qui se dressait maintenant comme un mur. Jalti courait en tous sens près de sa forge, essayant de sauver quelque chose, ne serait-ce qu'une part des outils. Son visage était gris comme la cendre, et ses yeux avaient l'air de regarder la mort d'un proche. Quelqu'un l'attrapa par l'épaule et le repoussa pour qu'il ne se jette pas dedans. Jalti voulut se dégager, puis s'arrêta, parce qu'il comprit, s'il meurt, le village ira encore plus mal, et le feu, de toute façon, ne sera pas rassasi. Les flammes montèrent plus haut, et, à un moment, même ceux qui ne connaissaient pas le métier comprirent. Si le vent ne change pas, la grange prendra. La paille sur le toit était sèche comme de la poussière, et il suffisait aux étincelles de la toucher pour que tout s'embrasse d'un coup. Les gens regardaient ce toit comme une dernière espérance, et, dans beaucoup de regards, il y avait la même chose.
pas la peur de mourir, mais la peur de la faim. Ranfridr, couverte de suie, les cheveux collent par la fumée, s'arrêta à la porte de la grange et leva la main, barrant l'entrée à un homme qui voulait revenir pour le dernier sac. Il était fort, rendu mauvais par le désespoir, et il aurait pu la pousser. Mais il y avait dans son visage quelque chose qui retient. Elle lui dit qu'il était trop tard, et elle le dit non comme un ordre, mais comme une vérité. Il jura entre ses dents, puis recula. Ormstein, pendant ce temps, continuait de tailler un passage, d'élargir le vide, d'abattre ce qui ne brûlait pas encore. Ses mains travaillaient comme si elles ne portaient mente pas de fatigue, mais de la pierre. Il comprenait que maintenant, ce n'était pas seulement la nuit qui se décidait, mais tout ce qu'ils avaient bâti dans cette vallée, loin de la mer, sans compter sur le butin d'autrui, en vivant de leur propre labeur. Et quand une nouvelle rafale apporta jusqu'à la grange un paquet de fumée charge d'étincelles, Ranfridr vit soudain devant elle le orgre de pierre près du bloc. Il n'était pas loin, à quelques pas, et pourtant ses pas semblaient se parer deux mondes. Elle sentit monter en elle non une douceur de prière, mais une demande froide, celle d'une chance. Comme si l'âme aussi pouvait travailler, comme les mains. Elle fit un pas de côte, puis un autre. Derrière, quelqu'un cria son nom, mais la voix se noya dans le craquement du feu. Ormstein, en se retournant, remarqua où elle allait, et dans son regard flamba quelque chose de pire que les flammes, une colère désespérée contre l'impuissance. Il ouvrit la bouche pour crier, et Ranfridr comprit qu'il allait dire maintenant quelque chose, qu'il serait ensuite difficile de reprendre. Elle accéléra vers la pierre, et la fumée lui fouetta le visage comme un nerf. Dans son dos, le feu rugissait comme s'il avait déjà trouvé la route de la grange. Le orgre de pierre se dressait près du bloc, comme se dresse une vieille promesse que personne ne crie à voix haute. Il était bas, grossier, fait de pierre grise, sans sculpture ni riche tissu. Seulement des traces de doigts, des miettes de pain noircies par les pluies, et de rares gouttes de miel se chantent en taches d'ambre. Les jours ordinaires, on s'en approchait entre deux taches, sans s'attarder, comme d'un seuil qu'on franchit sans y penser. Cette nuit-là, on courait vers lui comme si la pierre avait des mains. Ranfridr tomba à genoux, pas avec grâce, pas avec douceur. La suie collait à la peau, des mèches s'échappaient du foulard, et la fumée lui tranchait la gorge au point qu'elle avait envie de tousser. Mais elle retint sa toux, parce qu'elle avait peur de perdre les mots qu'elle tenait en elle. Dans sa paume, il y eut un petit morceau de pain, écrase, tiède du corps, et une goutte de miel au bout du doigt, collante comme une mémoire. Elle posa le pain sur la pierre et étala le miel sur la surface rugueuse, comme si elle marquait une route qui devait tourner. Elle ne demanda pas que le feu disparaisse. Elle connaissait le prix des miracles. Ils sont trop aimés par ceux qui n'aiment pas travailler. Elle murmura à tort si bas que les mots se noyèrent dans le crépitement des flammes. Donne une chance, un seul tournant, une seule minute, pour que les mains aient le temps. Sa demande n'était pas un marchandage, mais l'aveu que l'homme a parfois besoin d'un appui là où ni la hache ni le seau n'aident. Ranfridr croyait, mais sa foi était sobre, comme le seau froide dans un tonneau, pas pour la botte, pour survivre. Derrière, un cri éclata, et, dans ce cri, il n'y avait pas seulement un nom, mais une colère née de la peur. Ormstein accourut si vite qu'il avait encore des éclats et des copeaux sur les épaules, et sa main tenant la hache tremblait de fatigue. Il s'arrêta, la vit près de la pierre, et son visage se tordit. Ce n'était pas un homme qui se perd facilement, mais le feu s'est tiré dehors, ce qu'on cache d'habitude. Il dit qu'elle gaspillait du temps. Il dit que maintenant, il fallait de l'eau et des gens, pas des chuchotements à des pierres. Il parlait en phrases entières, mais sa voix se brisait, comme si quelque chose qu'est à l'intérieur, et cela cassait non à cause de la fumée, mais parce qu'il sentit soudain la solitude dans sa lutte. Il la regardait comme si elle s'était retirée de l'effort commun. Ranfridr releva la tête.
Ses yeux étaient rouges de fumée, mais son regard restait clair. Elle ne le mordit pas et ne se justifia pas. Elle lui dit calmement qu'elle avait déjà sorti ce qu'elle pouvait sortir, qu'elle avait déjà arrêté ceux qui voulaient bien mourir dans la grange, qu'elle avait déjà envoyé les enfants là où le feu ne les atteindrait pas. Elle dit qu'elle n'attendait pas que les dieux fassent le travail à la place des gens. Elle demandait seulement une chance pour que leur travail ne soit pas vain. Ormstein voulut répondre, mais les mots resteraient coinces. Il voyait qu'elle ne parlait pas par faiblesse. Il connaissait cette force tranquille qui tient la maison autant qu'un poteau la tient. Et pourtant, il lui était difficile d'accepter que quelqu'un puisse faire quelque chose d'invisible. Au moment où tout devait être visible, tangible, clou. Reinfried se releva. Ses genoux tremblaient, non de peur, mais d'une fatigue qu'elle ne s'autorisait pas à reconnaître. Elle s'écarta du ogre et, une seconde, resta immobile, comme si elle écoutait non les dieux, mais l'air. Et l'air, comme en réponse à son geste, changea. Le vent qui, jusque-là, tirait la fumée vers la grange, s'abaissa d'un coup. Pas pour toujours, pas par bonté, mais comme s'il réfléchissait. Le feu continuait de brûler, mais sa langue cessa de se ruer tout de suite vers les réserves. Cessa de lancer des étincelles là où la paille était séchée et mortellement légère. Ormstein le sentit le premier, pas avec les yeux, mais avec la peau. La fumée ne frappait plus le visage en un seul jet. Elle s'étala, devint plus lourde, partit d'un autre côté. Dans cette courte pause, on entendit davantage. Quelqu'un dehors pleurait. Quelque part un seau tomba. La résine craquait sous l'auvent. Une partie du toit de la forge s'effondrait avec un bruit sourd. Et, soudain, du ciel tombèrent en quelques gouttes. Elles étaient rares, froides comme des aiguilles. Pas une averse, pas un salut, mais quelques poignées de hauts jetées d'en haut. Reinfrieder leva le visage vers le ciel et sentit sur ses lèvres le goût de la pluie, mêlé à la suie. C'était si peu que, un jour ordinaire, personne ne l'aurait remarqué. Mais une nuit pareille, même une faible humidité avait un prix. Les gouttes tombaient sur la paille du toit de la grange et ne disparaissaient pas aussitôt. La paille s'assombrissait par taches, et les étincelles qui arrivaient jusque-là ne s'y accrochaient plus avec la même avidité. Ormstein regardait cela sans rien dire. Il aurait pu appeler qu'à une coïncidence, dire que le vent aurait de toute façon tourne, que la pluie serait de toute façon venue. Mais la coïncidence était trop précise et trop bien tombée. Cela l'irritait autant que cela l'effrayait. Il sentit monter dans sa poitrine quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, et chercha aussitôt à l'étouffer, parce que la gratitude envers ce en quoi il ne croit pas lui semblait une humiliation. Mais il n'y avait pas de temps pour discuter. Il se retourna brusquement vers les gens et se mit à donner des ordres comme en donne un homme qui a l'habitude de répondre du résultat. Il cria qu'on apporte des chiffons mouilles, des pots, tout ce qu'on peut tremper, qu'on couvre les endroits où volent les étincelles, qu'on fasse une chaîne d'eau depuis le ruisseau, même si c'est loin, même si c'est dur, sinon c'est impossible. Sa voix coupa le vacarme, et les gens, qui avaient besoin d'un seul homme auquel se tenir, se raccrocheront à ces mots. Reinfried, elle aussi, revint au travail, comme si la prière n'était pas pour elle un geste se part, mais une part du même effort, mais fort. Elle se précipita vers les auges où l'on lavait la vaisselle, vers les petites tonnelets où restait de l'eau pour le bétail. Elle dit aux femmes de couper le tissu en bandes, sans regretter les vieilles chemises, parce qu'il y aura une chemise neuve s'il y a un hiver. Elle dit aux garçons de ne pas tournoyer près du feu, mais de courir chercher des seaux et d'apporter l'eau à ceux qui se tenaient plus près du toit. Elle reprit sa place à l'entrée de la grange, comme sur une frontière. Elle n'avait pas d'épée, mais elle avait une voix, et la voix était égale. Quand un homme tenta de se glisser à l'intérieur, elle l'attrapa par la manche et le retint. Il tira, furieux et désespère, et dit qu'il restait encore quelque chose. Reinfried lui répondit sans crier, mais de façon qu'il s'arrête, s'il brûle, ses enfants n'auront ni sac ni père.
Il la regarda puis baissa les yeux, comme s'il avait entendu une vérité qu'il ne voulait pas entendre. Les gens se mirent en chaîne, les seaux passèrent de main en main, l'eau éclaboussait le sol et disparaissait dans la poussière sèche, comme si la terre buvait un salut étranger. Les peaux mouillées se plaquaient sur les endroits dangereux. La fumée s'épaississait et devenait plus lourde. Quelqu'un toussait jusqu'aux larmes, quelqu'un jurait, quelqu'un priait à sa facon, pas vers un seul nom, mais vers l'obscurité, pour tenir. Jalti se tenait près de sa forge et regardait comment elle mourait. Il essayait de sortir les soufflets, de sortir les marteaux, quelque chose, n'importe quoi. Mais on l'arrêta, pas brutalement, mais fermement, parce que la forge était déjà devenue un piège. Jalti était un homme obstine, et en cet instant, l'obstination lui brisait le cœur. Il marmonnait quelque chose entre ses dents, personne n'entendait. Mais Reinfried, en passant, capta dans son visage non seulement la peur, mais aussi la honte. La honte du forgeron qui a toujours cru maîtriser le feu, et qui comprit soudain que le feu n'appartient à personne. Le toit de l'auvent s'effondra, et les flammes montèrent non plus haut, comme pour feuter. Les gens reculèrent. Ormstein jura entre ses dents et courut vers l'endroit où il taillait le passage. Il comprit que ces minutes, offertes par le vent et la pluie, il fallait les dépenser correctement. Il élargit le vide entre le feu et la grange, abattit ces dernières planches qui pouvaient devenir un pont pour les flammes. Chaque coup lui rendait dans les épaules une douleur sourde. Il travaillait à la limite et, à un moment, il sentit que s'il s'arrêtait, il tomberait. Alors il s'obligea à ne plus penser, à seulement bouger, comme bouge la main quand il n'y a plus de force, mais qu'il y a le devoir. Ranfried vit qu'il chancela et, une seconde, elle eut envie de courir à lui, de le soutenir, de dire quelque chose de chaud, ne serait-ce qu'un mot qu'elle pourrait garder ensuite. Mais elle savait que tout mot, maintenant, peut devenir de trop. Elle lança seulement un regard, s'assura qu'il y avait près de lui des gens pour le rattraper s'il tombait, et revint à la chaîne des eaux. La pluie ne se renforça pas, elle resta rare, presque moqueuse. Mais le vent non plus ne revint pas comme avant. Il se tenait comme si quelqu'un avait posé la paume dessus et l'avait retenu en place, l'empêchant de pousser le feu là où il voulait aller. La flamme restait forte, elle dévorait encore la forge et l'auvent, mais la grange, comme par miracle, demeurait intacte. Cette nuit-là, le mot miracle était dangereux, parce qu'il pouvait relâcher les corps. Et Reinfried, debout à la porte, se forçait à penser autrement. Ce n'est pas un miracle, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser filer. Il passa un temps que personne n'aurait pu compter ensuite. La nuit était comme une longue inspiration qu'il est impossible d'expirer. Enfin, la flamme s'abaissa. Elle ne mourut pas d'un coup, elle se contenta de se fatiguer, comme se fatigue une bête quand tout un village la chasse. Les gens continuaient à verser de l'eau, à couvrir de peaux mouillées, à démonter ce qui pouvait encore prendre. La fumée commença à se dissiper et, dans le ciel sombre, les étoiles reparurent. Quand il devint clair que la grange était sauvée, personne ne cria de joie. La joie ne vint pas, comme ne vient pas tout de suite la chaleur après le froid. Les gens se contentaient de rester là, à respirer lourdement, en regardant les restes noirs de la forge. Sur leur visage, il y avait la même chose, la fatigue et la conscience d'avoir marché au bord. Reinfried sentit ses mains trembler, et elle cacha ce tremblement dans ses moufles, comme dans du tissu. Ormstein s'approcha d'elle lentement, comme s'il craignait qu'un geste trop brusque fasse tout s'effondrer de nouveau. Son visage était couvert de suie, et sur son front brillaient des gouttes de sueur et de pluie mêlées. Il la regardait longtemps, et, dans ce regard, il n'y avait plus l'ancienne certitude froide. Il y avait une question, qu'il n'avait pas encore mise en mots. Il ouvrit la bouche, comme s'il voulait dire quelque chose du orgue de son geste, du vent qui avait tourné. Mais, au lieu de paroles, il ne fit qu'expirer.
Et cet expire sonna comme s'il venait d'admettre pour la première fois: tout, dans le monde, n'obéit pas à une main droite. Reinfridr voulut lui dire qu'elle ne l'avait pas vaincu, qu'elle n'avait rien prouve. Elle voulut lui dire qu'elle avait eu peur comme tout le monde, et qu'elle n'avait pas pris pour avoir raison, mais pour survivre. Mais il y avait des gens autour, et la nuit ne les avait pas encore lâches. Elle hocha simplement la tête, puis se tourna vers ceux qui essayaient encore d'aller vers les poutres fumantes, et elle se remit au travail. Ormstein resta près d'elle. Il ramassa un chiffon mouillé, aida à couvrir l'endroit où une étincelle aurait pu retrouver la paille. Il travaillait en silence, mais ce silence était devenu autre. Il n'y avait pas de moquerie en lui. Il y avait un sentiment proche du respect, celui qu'un homme éprouve pour une force étrangère, si cette force a sauve sa maison. Quand les premières bandes grises de l'aube se posèrent sur la Valle, le feu couvait encore dans les restes noirs de la forge. Les gens se tenaient autour, comme autour d'un bûcher funéraire, mais sans chant et sans hydromel. Hjalti était assis à terre, la tête basse, et ses mains, toujours fortes, tremblaient si maintenant comme celles d'un vieillard. Reinfridr le regarda et pensa qu'à l'aube commencerait un autre feu, pas fait de résine, mais de mots. Ormstein regarda Reinfridr comme s'il voulait la couvrir de ce qui venait, mais il ne savait pas comment, et il se contenta de rester plus près qu'à l'habitude. Entre eux, il restait du non-dit. Mais ce non-dit était devenu lourd, comme un tissu mouille. On ne peut pas l'épousseter. Il faut l'enlever et le faire sécher. Sinon, il glacera la peau. Reinfrid regarda encore une fois le Hofurgr près du bloc. Sur la pierre, la goutte de miel avait noirci, et, à côte, gisait le morceau de pain écrase, ni brûlé ni lavé par la pluie. Elle ne savait pas si les dieux avaient en répondu, ou si c'était la nature. Elle savait autre chose. Ils avaient eu une chance, et ils l'avaient obtenue. Devant eux, il y avait le silence du matin, celui où les gens commençant à compter les pertes et à chercher des coupables. L'aube ne vint pas claire, mais grise, comme si le ciel aussi s'était fatigué de cette nuit. La fumée restait basse, rampait dans la cour, s'accrochait aux angles des maisons, aux perches, aux pots mouillés pendus à la hâte. Là où la forge se tenait autrefois, il ne restait plus que des poutres noires, calcinées et tordues, comme les doigts d'un vieillard. La résine avait figé au sol en petites flaques sombres, et elles tiraient une amertume qu'un seul vent ne chasse pas. Le toit de l'auvent avait disparu. La clôture gisait arrachée, et, près de là, comme une raillerie, la grange se tenait entière. Seule la toiture d'un côte s'était assombrie par taches de pluie et de fumée. Les gens ne se dispersaient pas. Ils s'asseyaient à même la terre, sur des rondins, sur des auges renversées, là où chacun avait trouvé place. Beaucoup avaient les mains qui tremblaient, et ce tremblement ne venait pas du froid. Quelqu'un buvait de l'eau à petites gorgées, comme s'il avait peur que la soif revienne aussitôt. Sur la joue de quelqu'un, une trace de suie ressemblait à une paume étrangère. Les enfants se qu'on avait emmènent fièrement vers la tourbière pendant que la nuit se tenaient maintenant en groupe, silencieux, serre-date contre leur mère. Mais les chiens ne aboyaient pas, comme s'ils comprenaient que, dans un silence pareil, tout bruit de trop sonnerait comme un coup. Hjalti était assis au bord du lieu brûle, là où était sa besogne. Il tenait dans ses mains un morceau de fer qu'il avait eu le temps de sortir. Et il le regardait comme si ce fer était coupable envers lui. Son visage était burine, obstine, mais, à présent, il s'était creuse. Il ne se cachait pas, et ne cherchait pas où partir. Il restait à découvert, comme un homme qui a déjà accepté que tous les regards seront pour lui. Dans ses yeux, il n'y avait pas de justification, mais l'attente de la punition. Et cette attente le rendait plus vieux. En des temps comme ceux-là, un village change toujours. Tant que le feu brûle, les gens restent ensemble, parce que sinon, ils meurent. Quand le feu s'en va, un autre brasier demeure, qui ne sent pas la fumée, mais qui peut brûler tout autant, le brasier des paroles d'autrui. Quelqu'un doit nommer un coupable, parce qu'ainsi il est plus facile de respirer.
Si le malheur a un nom, il paraît plus petit. Au début, on parla à voix basse. Un homme avec la main bandée d'un chiffon dit que Jalti avait travaillé trop tard. Quelqu'un ajouta que près de la forge, des copeaux traînaient depuis longtemps, qu'il aurait fallu nettoyer. Une femme aux yeux rouges dit qu'elle avait entendu les coups de marteau après que tous se furent couchés, et que c'était un mauvais signe. Un vieil homme qui avait autrefois voyagé de fjords en fjords et vu des rives étrangères, marmonna que le feu vient là où les gens perdent la mesure. Les paroles enflairant, comme une vague. Pas fort, mais de plus en plus souvent. Elles portaient moins le désir de justice que celui du soulagement. Les gens étaient là d'avoir peur. Ils voulaient en jeter la peur sur un seul homme, comme on jette un sac trop lourd de son dos. Jalti se leva. Il le fit lentement, comme s'il craignait que la terre parte sous ses pieds. Il ne se mit pas à discuter. Il dit que c'était sa forge et qu'il avait travaillé Telata. Il dit qu'il n'avait pas vu à temps. Il dit qu'il accepterait ce que dirait le village. Sa voix était rauque. On y entendait la fatigue, et aussi quelque chose qu'on cache d'ordinaire chez les hommes, la honte. Quelqu'un voulut lui crier au visage. Quelqu'un avait déjà soufflé les premiers mots par lesquels on coupe un homme de la communauté. Mais alors Renfried fit un pas en avant. Elle s'étonna elle-même de la facilité avec laquelle ses jambes trouvent place devant tous. Elle n'était pas lainée par le sang, et elle n'était pas bruyante. On la respectait pour sa tenue de maison. Mais le respect pour une maîtresse de maison ne donne pas toujours le droit de parler de faute. Et pourtant, à cet instant, elle sentait que si elle se taisait, le village deviendrait plus pauvre. Non seulement de la forge, mais aussi de conscience. Elle ne leva pas la main et ne réclama pas le silence. Elle commença simplement à parler, comme si elle parlait à des gens qu'elle connaissait depuis toujours. Sa voix était calme, et dans ce calme, il y avait plus de force que dans un cri. Elle dit que le feu ne choisit pas qui a raison et que la nuit passait. Ils avaient survécu non parce que quelqu'un, seul, avait été impeccable, mais parce que personne n'avait abandonné l'autre. Elle rappela comment Ormstein avait taillé le passage, alors que détruire ce qui est à soi fait toujours mal. Elle dit que s'il avait frappé une minute plus tard, la grange aurait pris. Et alors les gens, à présent, ne discuteraient pas d'un coupable. Ils regarderaient des mains vides. Elle dit que si les femmes n'avaient pas mouillé les peaux, si les garçons n'avaient pas porté les seaux, si quelqu'un n'avait pas retenu Jalti de sauter dans les flammes, ce village aurait dû compter non seulement des pertes, mais des tombes. Elle n'excusa pas le malheur. Elle ne dit pas que tout s'était produit, que tout gratuite. Elle dit autre chose, plus difficile, puisque la grange tenait et qu'ils étaient vivants. Ils avaient du travail, pas de la vengeance. Et que s'ils commençaient à se déchirer par les mots, le feu les vaincrait après coup. Les gens écoutaient. Certains fronçaient les sourcils, parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur retire une sortie facile. D'autres baissaient les yeux, parce qu'ils reconnaissaient dans ces mots la vérité. Dans un village, la vérité se prend lentement, mais si elle tombe juste, elle tient. Ormstein se tenait un peu à l'écart, avec la hache qu'il n'avait toujours pas lâchée, alors qu'il n'y avait plus rien à abattre. Ses vêtements sentaient la fumée. Ses cheveux étaient collés par la suie et la sueur. Il regardait Renfried, et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Il n'y avait plus cette assurance qui veut que le monde doive obéir à ses mains. Il y avait du respect, et encore quelque chose, une tendresse prudente, qui craint de sortir au grand jour de peur de passer pour une faiblesse. Quand les gens commencèrent à se disperser, faisant semblant qu'il leur fallait d'urgence vérifier le bétail, apporter de l'eau, ranger les pots mouillés, on vit que l'angle le plus aigu était passe. Jalti se laissa retomber à terre. Ses épaules bandweg tremblaient un peu, et ce tremblement ne venait plus de la peur du feu, mais du fait qu'on ne l'avait pas chasse sur le champ. Il ne pleurait pas, mais son visage était celui d'un homme qui l'on a laisse le droit de vivre encore, alors que lui-même s'était déjà condamné. Le jour, la vie reprit lourdement, comme une charrette dans une tourbe humide. Il fallait trier le brûle, sauver ce qui pouvait l'être, empiler des pierres,
chercher des outils, restes intacts. Quelqu'un apporta de chez lui un morceau de fer et le posa près de Hjalti, sans un mot. Quelqu'un d'autre passa au contraire, sans lever les yeux. Dans un village, la mémoire est longue, mais le besoin est plus fort que l'orgueil. Ranfrid revint à sa cour et sentit soudain la fatigue la rattraper. Ses jambes devinrent lourdes, ses mains comme chargées de plomb. Elle s'assit sur le banc près du mur de la maison et regarda la grange, qui se tenait comme hier, mais qui lui paraissait maintenant vivante, comme une bête sauvée. Elle pensait qu'ils avaient travaillé ensemble la nuit et qu'au matin, les gens avaient failli se séparer, prêts à se mordre. Cette pensée la refroidit. Vers le soir, une nouvelle inquiétude courut dans le village. Qui réparerait quoi en premier? Hjalti n'avait plus de forge. Il fallait l'aider à monter un auvent provisoire. Sinon, l'hiver viendrait sans clous ni cerclage. Chez l'un, la porte s'était brisée dans la confusion de la nuit. Chez l'autre, une roue s'était fendue. Chez un troisième, la fumée avait imprégné toute la maison au point que même les enfants toussaient. Les gens commencèrent à venir vers Ormstein avec des demandes. Il hochait la tête, répondait court, sans promesse. Mais on voyait qu'on le regardait désormais autrement, comme un homme qui avait tenu la grange contre le feu. Ormstein entendait ces demandes et sentait une lourdeur monter dans sa poitrine. Il comprenait qu'il y aurait beaucoup d'ouvrages et que le village le tirerait en tous sens, comme une corde. Et, malgré tout, il pensait sans cesse à Ranfridr, à sa voix calme, le matin, à la façon dont elle avait retenu les gens de la méchancette, à la façon dont elle avait tenu la porte de la grange, la nuit, sans laisser personne aller, là où il n'y avait plus de retour. Contre son habitude, il pensa que si quelqu'un tient une maison, ce ne sont pas seulement les montants et les tenons. Le soleil, vers le soir, devint plus doux. La fumée finit par monter et partit vers la forêt. Dans la cour de Ranfridr, le silence revint. Elle faisait l'habituel, mais ses mains obéissaient du mal. Elle balayait, remettait en place le tissu près de la porte, vérifiait si le bétail n'avait pas eu peur, et elle attendait, sans s'avouer qu'elle attendait. Ormstein vint sans grands pas. Il s'arrêta à l'entrée de la cour, retira de son épaule un paquet de planches et d'outils. Il ne demanda pas permission, ne se mit pas à expliquer. Il entra, comme entre un homme qui a décidé. Il regarda le mur de la maison, là où, dans un coin, une poutre s'était tasse depuis longtemps, remarqua la fissure près du seuil, que Ranfrid connaissait mais repoussait, parce que il dit qu'il commencerait par ça. Il le dit simplement, d'une voix égale, comme s'il s'agissait d'un travail quelconque. Ranfrid le regardait et ne put pas répondre tout de suite. Sa gorge se serra, comme si elle avait de nouveau inhalé la fumée. Au village, un homme vient souvent avec un cadeau s'il veut adoucir une femme, ou avec de belles paroles s'il veut faire semblant que tout est simple. Ormstein était venu avec des outils, et, de cela, en elle se répandit une chaleur effrayante. Il ne choisissait ni la facilité ni l'habitude. Il choisissait une vie à côte, lourde et vraie. Il travaillait en silence, et ce silence n'était pas froid. Il était concentre. Il soulevait les planches, les ajustait, les mettait d'aplomb, comme s'il redressait non seulement le mur, mais aussi ce qui s'était courbe entre eux. Par moments, il lui demandait où était la corde, où étaient les clous, où le bois était le plus dense. Ranfridr lui tendait ce qu'il fallait, sans agitation. Leurs mains se touchaient un bref instant, et ces instants là étaient un plus chaud que n'importe quel discours. Quand la nuit commença à tomber, il termina ce qu'il y avait de plus pressant. Il s'assit sur le seuil, s'essuya les paumes, regarda la cour, où l'on ne sentait plus la flamme, seulement la terre mouillée et le bois. Ranfridr se tenait près de lui, et sentit soudain qu'elle avait tenu toute la journée sur une seule obstination, et que, maintenant, elle la lâchait. Elle s'assit aussi, un peu à l'écart, et les larmes vinrent d'un coup, sans bruit. Elle pleurait non par offense, non par peur des gens.
Elle pleurait parce que tout aurait pu finir, et parce qu'elle comprenait seulement maintenant à quel point le vide avait été proche. Ormstein se tourna vers elle, vit les larmes, et ne fit pas semblant de ne rien voir. Il prit sa main, prudemment, comme on prend un oiseau, pour ne ni serrer ni laisser partir. Ses doigts s'étaient en chaud, rudes de travail, et cette chaleur apaisait. Il se tut longtemps, comme s'il cherchait des mots qu'il ne serait pas honteux de garder en mémoire. Il dit qu'il pensait pouvoir parler plus tard. Il dit que ce plus tard peut ne jamais venir. Il dit qu'il voulait qu'elle soit sa maison, pas une grange ni un toit, mais elle. Il dit qu'il avait vu sa foi, et qu'il comprenait à présent qu'il ne s'était pas moque des dieux, mais de sa force à elle, une force qu'il ne savait pas mesurer. Et il lui demanda de le pardonner pour cela. Ranfrid l'écouta sans se presser de répondre. Ce n'était pas une femme à se jeter dans des promesses, quand le cœur est brûlant. Mais, en cet instant, son cœur n'était pas brûlant, il était clair. Elle serra sa main en réponse et dit qu'elle n'attendait pas de beaux mots. Elle attendait qu'il soit près d'elle quand on a peur, et qu'il ne la rapetisse pas pour ce qui lui est cher. Ormstein hocha la tête, et dans ce signe, il y avait déjà plus que le matin, quand il avait accepté de ne pas se moquer. Il regarda vers le horgre près du bloc qui s'assombrissait au bord de la cour, puis revint à elle. Sur son visage, il y avait de la gêne, presque enfantine, chose rare chez les hommes forts. Il lui demanda de lui parler des dieux, pas comme d'un conte, mais de façon qu'il comprenne pourquoi. À la minute la plus terrible, elle avait couru vers la pierre, et pourquoi cela n'avait pas diminué son labeur. Reinfried inspira comme si elle s'apprêtait à commencer, et, à cet instant, il lui sembla que devant eux, il n'y aurait pas seulement un jour nouveau, mais une vie nouvelle, où il faudrait apprendre à dire les mots aussi honnêtement qu'on enfonce un clou dans le bois. Elle regarda son visage, la ligne de fatigue au coin des yeux, la suie qu'il n'avait pas encore lavée, et sentit monter dans sa poitrine une espérance tiède et prudente. Quelque part au loin, un coup de marteau rare retentit de nouveau. Quelqu'un essayait de redresser le fer sur une enclume sauvée, à ciel ouvert, comme pour rappeler que le malheur n'était pas fini, qu'il avait seulement change d'apparence. Reinfried regarda du côté du bruit et comprit que leur conversation sur la foi ne commencerait pas dans le silence. Elle commencerait sur le fond du travail, du besoin, du village, qui n'avait pas encore décidé jusqu'au bout qui pardonnait, et comment continuer à vivre. Quelques jours après l'incendie, la vallée sembla devenir plus silencieuse, alors qu'il y avait plus de coups et de pas qu'avant. Les gens travaillaient, mais parlaient niais moins, comme s'ils avaient une peur de déranger ce fragile quelque chose qui avait tenu la grange. La sécheresse restait dans l'herbe. Les tourbières ne s'éteignaient pas gorgées de assez d'eau, et chaque fois que quelqu'un frottait le briquet près de l'âtre, la femme à côté retenait malgré elle son souffle. Les nuits ne sentaient pas à la fumée, mais la résine calcinée, et cette odeur s'accrochait aux vêtements aussi obstinément que les souvenirs s'accrochent à l'esprit. La forge de Yalti gisait en tas noir, et la terre, à cet endroit, semblait malade. Il avait monté un auvent provisoire avec des rondins épargnes, tendu une peau en guise de mur, et installe le foyer directement sous le ciel, comme s'il defiait être sa propre honte. Il forgeait lentement, comme si chaque geste devait racheter le passe. Mais, sans toi, le fer refroidissait vite. Les soufflettes travaillaient moins bien. Les étincelles volaient plus larges. Et les gens s'observaient de plus en plus souvent. On ne traversera pas un long automne ainsi, et sans forge le village perd non du luxe, mais les eaux de sa vie quotidienne. Sans clous ni cerclage, les tonneaux s'ouvrent. Sans couteau, le pain se tranche mal. Sans fer et sans agrafe, les jambes des chevaux et les harnais des charrettes cassent. Un autre aîné froid arriva aussi, silencieux et piquant. D'un col lointain, une nouvelle avait traversé sur le sentier. On avait vu des hommes qui n'étaient pas de leur vallée. Peut-être des marchands, peut-être des fugitifs, ou peut-être ceux qui cherchent une proie facile là où l'on sent l'odeur du malheur. Autrefois,
On accueillait de tels bruits, avec un ricanement. La vallée était à l'écart de la mer, des fjords où passent les dracars, des grandes routes et des foires. Mais, maintenant, la vallée était blessée, et un lieu blesse attire la bête. Les anciens décidèrent qu'il était temps de se réunir au Thing, pas pour une fête, ni pour des mots vides, pour une décision. Qui donnerait du bois pour la nouvelle forge, qui apporterait la pierre pour l'âtre, qui fournirait la résine, qui partagerait le fer, s'il en restait, et que faire de Jalti lui-même. Sa faute était claire pour tous, mais une autre chose l'était aussi. Si on le chasse ou si on l'étouffe sous la honte, il n'y aura plus de forgerons, et l'hiver apportera au village plus de froid que de neige. Le Thing fut tenu près de la grange, parce que la grange était devenue plus qu'un grenier, un signe que la communauté tenait encore. Sur le sol, on posa des pierres et des rondins pour s'asseoir. Les hommes vinrent avec leurs couteaux à la ceinture, comme ils viennent toujours, sans menacer, mais en rappelant qu'un homme libre garde sa dignité et sa disponibilité au débat. Les femmes se tenaient un peu à l'écart, non parce que leurs mots ne valent rien, mais parce que tel était l'ordre. D'abord parlent ceux qui ont l'habitude d'être le visage de la communauté, puis seulement on entend celles qui la tiennent de l'intérieur. Quelques esclaves appartenant aux foyers riches restaient à part, sans lever les yeux. Mais c'étaient eux qui, ensuite, porteraient les pierres les plus lourdes, si la décision était prise. Jalti vint hôte. Il se tenait au bord du cercle sans chercher une place plus proche des anciens. Il portait une veste simple de laine, brûlée à plusieurs endroits, et la ceinture où pendaient en jadis ses outils semblait trop légère. Il gardait les mains devant lui, comme un homme qui n'a rien pour se couvrir. Il ne parle pas le premier. Il attendait qu'on l'appelle, et cette attente avait presque de la dignité. Ormstein vint avec Ranfridr. Cela se voyait, même s'il ne se tenait pas par la main, même s'il n'en faisait pas un signe. Ils entrèrent simplement côte à côte, comme entre des gens qui ont déjà l'habitude de choisir une même direction. Ormstein était ramasse, mais la fatigue des derniers jours se sentait en lui. Il travaillait beaucoup, reparait, ajustait, aidait une cour puis une autre. Et pourtant, il trouvait du temps pour la maison de Ranfridr. Comme pour dire sans parole, sa vie à elle n'est pas dans la file, elle est devant. Ranfridr se tenait calme. Elle portait une cape sombre, fermée par une fibule de bronze, les cheveux ranges, le visage propre, mais ses mains restaient rudes, pleines de petites égratignures. Elle savait que, maintenant, il ne s'agissait pas seulement du sort de Jalti, mais de ce que deviendrait le village après le feu. En des jours pareils, les gens durcissent vite. Et la durette peut aider contre le froid, mais elle est dangereuse contre le proche. On parla d'abord de l'affaire. Un chef de cour dit que le bois était nécessaire à tous, et que si on donnait des rondins à la forge, il n'en resterait pas pour réparer les toits. Un autre rappela que sans forge, aucun toit ne tiendra, parce que les clous ne poussent pas sur les arbres. Un troisième dit qu'il lui restait de l'acier, mais qu'il le gardait pour l'échange avec les gens de la mer. S'ils venaient au printemps, sur leur drakkar, par le fjord, apporter du sel et du tissu. Dans ces mots, il n'y avait pas d'avarice, il y avait de la prudence. Parce que dans une vallée pauvre, la prudence est souvent égale à la survie. Puis la conversation tourna inévitablement vers la faute. Un homme taciturne et tranchant dit que Jalti devait partir, qu'il y a des montagnes, d'autres lieux, qu'il cherche une autre part là-bas. Il dit que, sinon, le malheur reviendrait. Une femme, ne tenant plus, cria que son enfant toussait après la fumée, et qu'elle ne voulait plus sentir le feu. Quelqu'un marmonna un mot sur un signe des dieux. Quelqu'un renifla, comme si entendre cela faisait honte. Jalti releva enfin la tête. Il dit qu'il partirait si c'était décide, mais alors qu'on n'attende pas qu'un autre prenne sa besogne. Il dit qu'il ne demandait pas la pitié. Il était prêt à travailler sans salaire, prêt à forger pour tous aussi longtemps que ses mains tiendraient. Prêt à dormir sous des pots près du foyer, pourvu qu'on lui donne la possibilité de reparer.
Sa voix était égale, mais on entendait comment il écrasait en lui ce qu'un homme n'a pas coutume de montrer. Alors Ormstein fit un pas en avant. Il n'aimait pas parler devant les gens, et c'est pourquoi chacun de ses mots avait du poids. Il dit que chasser le forgeron après un incendie, c'était comme jeter la hache quand il faut abattre. Il dit que le village n'a pas besoin d'un coupable, mais d'un homme au travail. Et il proposa une solution, à la fois stricte et utile. Il dit que Jalti donnerait son travail à la communauté jusqu'au printemps, qu'il forgerait et reparerait sans paiement, jusqu'à rendre confiance par l'ouvrage, et que la communauté, en retour, lui donnerait du bois et de la pierre pour une forge neuve, et l'aiderait à la montée de facons que le feu n'est plus près de lui, ni resine, ni copeaux. Il dit que ce n'était pas une faveur, c'était un calcul, parce que dans la vallée, le calcul n'est pas l'avarice, mais la sagesse. Les mots d'Ormstein ne furent pas acceptés aussitôt. Quelqu'un renacla, quelqu'un se mit à chuchoter. Un ancien demanda pourquoi la communauté devait donner du bois à celui qui avait tout brûle. Ormstein ne disputa pas. Il dit que le bois, on ne le donnerait pas à lui, mais à soi-même. Si la forge tient, chaque cour y gagne. Si la forge ne tient pas, tous y perdent. Et il ajouta que si Jalti montrait encore de la négligence, alors la parole serait autre, et personne ne dirait qu'Ormstein l'avait couvre. Ranfridr écoutait, et son cœur se serrait, tant la justice se tenait finement ici. Trop doux, on y verrait de la faiblesse. Trop dur, on changerait les gens en pierre. Elle sentit qu'elle aussi devait dire un mot, non sur le calcul, mais sur ce qui tient les gens ensemble quand le calcul ne sauve plus. Elle s'avança, non comme maîtresse d'une seule cour, mais comme une femme qui, cette nuit-là, s'était tenue à la porte de la grange et avait vu les visages de tous. Elle dit que chacun porte une étincelle. Aujourd'hui, elle est chez le forgeron, demain, chez un autre, parce que l'homme n'est pas du fer, il se trompe. Elle dit que la communauté peut choisir comment vivre après le feu, dans la peur et la rancœur, ou dans le labeur et la mémoire. Et elle ajouta que la défense d'une maison commence quand les gens ne deviennent pas des loups les uns pour les autres. Quelqu'un marmonna encore au sujet des dieux, et quelqu'un fit encore une grimace. Alors Ranfridr se tourna vers le Horgre près du bloc, visible d'ici, gris et discret. Elle n'en fit pas un spectacle. Elle s'approcha, posa sur la pierre une petite échelle de bois et une goutte de miel, comme on le fait à un jour ordinaire, puis revint dans le cercle. Elle ne dit pas que les dieux l'ordonnent. Elle n'exigea pas que tous fassent de même. Son geste était simple, et c'est pour cela qu'il fut fort. Elle rappelait qu'il existe des choses qui ne s'achètent pas et ne se marchandent pas, mais qui aident à tenir. Ormstein la regardait, et sur son visage il y avait une tension. Il voulait la protéger de la moquerie, du chuchotement des autres. Mais il comprenait que la protéger par des mots serait pire que de la laisser tenir seule. Et il la laissa tenir. C'était lui aussi un choix. Les anciens se turent que longtemps. Puis l'un d'eux, un homme aux cheveux gris, portant un lourd torque d'argent au cou, dit que la proposition d'Ormstein était raisonnable. Il dit que la communauté donnerait du bois et de la pierre, mais que chaque cour devrait apporter sa part. Sinon la forge deviendrait l'affaire des uns et l'avantage de tous. Il dit que Jalti travaillerait pour la communauté jusqu'au printemps, et que si quelqu'un remarquait chez lui de la négligence, qu'il parle tout de suite, sans accumuler la rancœur. Ce n'était pas une décision douce ni cruelle, mais lourde, comme la bonne pierre dans un mur. Jalti tomba à genoux sur la terre et hocha la tête, sans un mot. Il ne remercia pas à voix haute, parce que la gratitude, maintenant, sonnerait comme une faiblesse, et il devait rester un homme parmi les hommes. Mais ses épaules frissonnèrent, et Reinfridr vit dans ce frisson non de la lâcheté, mais le soulagement d'un homme à qui l'on a donné une chance d'expier. Le cercle commença à se défaire. Les gens s'éloignaient, discutant déjà de qui apporterait des rondins, qui traînerait la pierre, qui donnerait une vieille enclume. Mais, avec ce bruit d'affaires, montait autre chose, presque inaudible, la tension des jours à venir. Maintenant, le travail serait plus lourd, et il faudrait le payer non en argent, mais en temps, en force, en sommeil.
Quelqu'un serait mécontent, quelqu'un se fatiguerait, quelqu'un se souviendrait encore de la faute quand une planche craquera ou qu'un morceau de lard disparaîtra du cellier. Ormstein sortit du cercle et rattrapa Ranfridr près de la grange. Il marchait à côte d'aile, muet, comme si les mots ne rattrapaient pas encore la pensée. Enfin, il dit qu'elle avait agi comme il fallait, et c'était un aveu rare, qu'il ne distribuait pas. Ranfridr le regarda et vit qu'il était fatigue, pas seulement du travail. Il était fatigue de découvrir que le monde était plus complexe que sa mesure et sa hache. Elle dit que la suite serait plus dure. Que les gens savent se tenir ensemble une nuit facilement, mais se tenir ensemble tout l'automne, cela, c'est la vraie épreuve. Ormstein hocha la tête et répondit qu'il ne reculerait pas. Il dit qu'il prendrait sur lui une part du travail pour la forge et pour les cours, autant qu'il le pourrait, mais qu'il aurait besoin qu'elle tienne les gens comme elle les avait tenus près de la grange. Ranfridr entendit là non pas une demande, mais une confiance. Quand ils rentrèrent, un fil de fumée, venu de la résine calcinée, s'étirait au-dessus de la vallée, et, quelque part au loin, derrière le col, un oiseau criait. Ranfrid se souvint des rumeurs sur des inconnus vus sur le sentier, et elle sentit la peur bouger sous la peau. Non plus peur du feu, mais peur des hommes. Elle regarda Ormstein et vit qu'il y pensait aussi, même s'il ne disait rien. Le soir, quand le soleil se posa sur les cimes de la forêt, le bruit du marteau retentit à nouveau dans la vallée. Cette fois, ce bruit sonnait autrement. Pas comme un défi lancé au destin, mais comme une promesse. Et pourtant, dans le vent qui apportait ce son, il y avait une note étrange. Comme si des montagnes ne flânaient pas seulement la fraîcheur, mais aussi une trace étrangère, qui n'avait pas encore paru sur la route. Après le Thing, la vallée ne devint pas plus heureuse, mais elle devint plus stable. Les gens se souvenaient encore de l'odeur de résine et du craquement des flammes. Mais les mots ne coupaient plus aussi profond, parce que chacun avait reçu sa part de travail commun, une part qu'il serait honteux d'abandonner. Le jour, on entendait les haches dans la forêt. Le soir, l'air tirait l'odeur du bois humide. La nuit, un fil de fumée montait au-dessus des cours. Non une fumée d'incendie, mais une fumée de foyer, calme comme une respiration. La sécheresse céda peu à peu la place à la fraîcheur, et l'herbe près de la tourbière s'assombrit, comme si la terre se souvenait enfin de l'automne. On reconstruisit la forge à un autre endroit, un peu plus loin des celliers et des auvents de résine. Les pierres pour l'âtre furent traînées avec peine, et même ceux qui n'aimaient pas Jalti apportèrent leurs pierres, parce qu'ils comprenaient, sans forge, ils deviendraient plus faibles. Jalti travaillait comme s'il forgeait non le fer, mais son propre destin. Il ne se justifiait pas, ne se plaignait pas, demandait seulement où l'on avait encore besoin de lui. Son obstination servait maintenant tous, et les gens cessèrent de le regarder comme un malheur. Ils le regardaient comme un homme qui apprend à vivre avec une faute et ne s'en cache pas. Ormstein se déchira entre les cours. On l'appelait pour réparer des toits, rafistoler des roues, poser des montants neufs là où le feu avait léché le bois et l'avait rendu fragile. Il acceptait, mais ne donnait pas de promesses qu'il ne pouvait tenir. Et chaque soir, il revenait vers la maison de Ranfridr, comme si c'était le seul chemin qu'il ne discutait avec personne. Il commença à laisser des outils près de son seuil, comme s'il comptait déjà ce seuil comme le sien. Ranfridr le remarquait et se taisait, parce que les mots lui semblaient trop légers. Elle répondait par l'ouvrage, elle l'accueillait avec un repas chaud, séchant ses vêtements près de l'âtre, reprisant ses moufles pour que les doigts ne gèlent pas. Et elle le faisait non comme un service, mais comme une part de leur vie commune. Un soir, alors qu'une pluie douce tombait dehors et que les gouttes frappaient à la paille avec une régularité de mesure, comme si quelqu'un battait un rythme au-dessus du toit, Ormstein repensa au Horgr. Il était assis près du foyer, les jambes allongées, et regardait Ranfridr empiler les bols de bois et remettre le tissu en place sur l'étagère. La maison sentait la fumée, les herbes sèches et le lait chaud.
Cette odeur était si terrestre qu'il était difficile d'y imaginer des dieux, des éclairs et le destin. Et pourtant, en Ormstein, vivait encore la sensation de cette nuit, où l'air avait changé pendant quelques minutes précieuses. Il lui demanda de lui dire en quoi elle croyait, mais il le demanda vraiment, sans ricanement cash, sans envie de se battre par les mots. Ranfrid s'arrêta, s'assit plus près du feu et parla calmement, comme parle quelqu'un qui ne persuade pas, mais partage. Elle dit que dans leur vallée, il n'y a pas de grand temple ni d'or, comme chez les riches jarls du bord de mer, où l'on vient au festin avec des épaisses et des bracelets d'argent. Ici, il y a la pierre, la miette de pain et la mémoire. Elle dit que les offrandes n'achètent pas la faveur. Elle rappelle à l'homme la mesure. Aujourd'hui, il donne une échève et du miel, pour ne pas oublier demain de donner son travail et son aide aux voisins. Elle parle de Thor comme d'une force qu'on sent dans la paume quand on tient une hache. Thor, pour elle, n'était pas un conte, mais la protection de la route et de la maison. Le tonnerre qui rappelle que le monde est plus grand que l'homme, et que l'homme doit pourtant tenir debout. Elle mentionna Freyr, qu'on invoque quand on attend la récolte et la paix sous le toit, et Frigg, dont les femmes murmurent le nom quand une vie nouvelle arrive, quand le destin devient plus fin qu'une toile. Elle dit qu'on ne peut pas tout demander, mais qu'on peut être digne de la chance, si l'on ne ment pas et si l'on ne trahit pas. Ormstein l'écouta longtemps. Il ne devenait pas croyant par ces mots, mais la dureté méprisante qu'il cachait autrefois sous le masque de la raison s'affaiblissait en lui. Il comprit que sa foi à elle ne l'éloignait pas du monde. Elle l'y attachait plus fermement, et cela lui parut proche de son métier. Lui aussi croyait en l'invisible. Seulement il l'appelait autrement. Il croyait à la mesure, au nœud, au tenon, à l'angle juste, à ce qui ne se voit pas tant que le toit ne s'effondre pas. Ranfrider, sans le dire ainsi, lui fit voir qu'elle aussi tient un toit, seulement de l'intérieur des gens. Le lendemain, Ormstein alla au Horgr seul. Il y alla tôt quand le village ne faisait pas encore de bruit. Il resta près de la pierre, sentit la rugosite sous ses doigts, regarda les miettes laissées par des mains étrangères, et pensa qu'il y avait dans cette simplicité plus d'honnêteté que dans les serments crits. Il ne murmura pas de prière, il ne savait pas. Il posa seulement sur la pierre une petite échève de bois, prise au madrier qu'il avait rabote la veille, et laissa sa paume une seconde. Puis il partit, comme on part après une conversation qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre avec des mots. L'automne fut lourd, mais pas affame. La grange tenait, et c'était l'essentiel. Les gens partageaient le travail, se disputaient, se lassaient, se réconciliaient. Et peu à peu, l'incendie passa de la plaie vive à la cicatrice, celle qui rappelle, mais n'empêche plus d'avancer. La forge se releva, basse, solide, avec un âtre de pierre, un lieu pour le zoo, afin que l'étincelle ne trouve pas si facilement à manger. Quand Dialti réchauffa le fer pour la première fois sous un toit neuf, il ne sourit pas, mais ses yeux s'animèrent. Il travailla sans paiement, comme promis, et chaque clou sorti de ses mains fut comme un petit retour dans la communauté. Au même temps, Ranfridar et Ormstein firent enfin ce dont ils s'étaient tus si longtemps. Il n'y eut pas de festin pour toute la vallée, avec une mer de bière et des chants qui font craquer les murs. Il y eut un soir dans la longue maison avec les plus proches. On posa sur la table du pain, du poisson, un peu de viande, du miel, et le feu dans l'âtre brûlait d'une flamme égale. Les anciens dirent quelques mots. Une maison se choisit non seulement avec le cœur, mais avec le travail. Ranfrid était assise près d'Ormstein, et elle sentait que sa main dans la sienne ne semblait plus un hasard. Cela paraissait simplement juste, comme une poutre bien posée. L'hiver, ils vivent plus serre qu'avant, parce que l'hiver rapproche toujours. Ormstein se levait avant la lumière, vérifiait si le toit n'avait pas gelé, si la porte n'avait pas fendu, si le bois ne gemissait pas sous le froid. Ranfrid gardait la maison chaude, nourrissait, comptait les réserves, les repartissait pour tenir jusqu'au printemps et ne se permettait pas de paniquer,
même quand le vent hurlait derrière la paroi. Parfois, quand la nuit était trop longue, ils restaient côté à côté près de l'âtre, et Ormstein parlait de la mer qu'il avait vue dans sa jeunesse, des fjords à l'eau noire et profonde, du drakkar qui glisse sur la surface lisse comme de l'acier. Reinfridr écoutait et imaginait cette mer non comme un appel, mais comme le bord lointain du monde, qui rendait leur vallée encore plus précieuse comme maison. Au printemps, il y eut plus de lumière dans la maison, et avec la lumière arriva une vie nouvelle. Reinfridr porta l'enfant lourdement mais calmement, comme elle portait les sacs de grains, sauf qu'à présent chaque mouvement contenait plus de soin. Quand l'enfant naquit, il n'y eut pas de grandes paroles, mais beaucoup de mains silencieuses. Les femmes firent leur ouvrage, les hommes apportèrent de l'eau, du bois, de la nourriture. Ormstein resta au seuil jusqu'à ce qu'on l'appelle, et, quand il prit le petit pour la première fois, ses paumes tremblèrent plus fort qu'elles n'avaient tremblé la nuit de l'incendie. Il regarda le petit visage et comprit qu'il portait maintenant une responsabilité plus grande que n'importe quel toit. Quelques jours plus tard, il tailla dans le bois un petit pendentif. Pas grossier, mais simple, un marteau qu'on peut cacher dans la paume. Il ne dit pas que c'était le signe de Thor, il n'en fit pas un aveu de foi. Il passa seulement le pendentif sur un fin cordon et le posa près du berceau, comme s'il laissait à l'enfant une parcelle de ce qui, autrefois, avait retenu le vent. Reinfridr vit, ne posa pas de questions. Elle toucha son épaule et sourit comme sourient ceux qui ont traversé une nuit et savent, désormais, donner du prix au matin. Au retour de la saison claire, quand la neige fondit et que les tourbières sentirent de nouveau la terre humide, Reinfridr alla au Horgr avec une miette de pain. Elle la posa sur la pierre et resta muette, écoutant, au loin, le marteau de Hjalti dans la forge neuve. Puis Ormstein parut près d'elle. Il ne s'agenouilla pas, ne prononça pas de mots. Il posa une petite échève et laissa sa main sur la pierre un peu plus longtemps que la fois précédente. C'était sa façon de dire ce qu'il ne savait pas dire avant. Une maison ne tient pas seulement par des montants et des clous. Elle tient par des gens qui, dans la nuit la plus sèche, ne choisissent pas le commode, mais se choisissent l'un l'autre. La foi de Reinfridr n'a pas fait le travail à leur place, mais elle lui adonne de la clarté et une tenue ferme, quand la peur pouvait réduire les hommes en cendres avant le feu. Le scepticisme d'Ormstein ne l'a pas rendu cruel. Il l'a rendu précis et rapide là où le prix d'une erreur était un hiver affame. Le feu n'a pas de demande qui avait raison. Il est venu simplement. Et c'est pourquoi la seule chose qui sépare vraiment la vie du vide, c'est la volonté de prendre sur soi la responsabilité, sans rabaisser la force d'un autre. Quand l'amour devient non un mot joli, mais un travail commun, il cesse d'avoir peur du vent, de l'herbe sèche et des bavardages de l'aube.